Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Bonjour, donc vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité. On est sur l'émission Sortir du capitalisme, une nouvelle émission de Sortir du capitalisme qui est consacrée aujourd'hui à une analyse critique de la pensée et des thèmes abordés par Étienne Chouard. Et on est avec Armand Paris, donc bonjour Armand. Bonjour. Donc Étienne Chouard, donc c'est, je rappelle brièvement qui c'est un enseignant français qui est enseignant d'économie et de gestion dans un lycée à Marseille. Et il est principalement connu comme blogueur. Et il bénéficie d'une notoriété grandissante depuis 2005. Parce qu'en 2005, en fait, il a argumenté pour le non à l'occasion de la campagne du référendum français sur le traité pour une constitution européenne. Et donc, ces thèmes centrales, c'est le tirage au sort, l'idée qu'il faille une nouvelle assemblée constituante donc basée sur le tirage au sort. Et donc, depuis 2008, il est accusé d'avoir approuvé certains travaux de personnalités de droite, voire d'extrême droite, et de diffuser des théories du complot. Voilà, il trouve des qualités à des personnalités comme Thierry Messant, Jacques Cheminade, Alain Soral, Francis Cousin. Donc on pourrait le qualifier de confusionniste politique, c'est-à-dire d'avoir une rhétorique d'extrême droite, mais qui emprunte des thèmes appartenant a priori au bord opposé du champ politique pour masquer en fait un projet qui reste fondamentalement un projet d'extrême droite. Et donc voilà, ces thèmes mobilisés, c'est la critique du libéralisme, de l'Union européenne, la revendication de la démocratie directe, de l'écologie, la référence au peuple, etc. Mais toujours mêlé de façon plus ou moins explicite à un discours qui privilégie toujours l'adresse aux Français, le refus du mariage pour tous, l'indulgence pour le négationnisme d'un Forisson par exemple, une focalisation sur le sionisme, les complots juifs, etc. Alors d'abord, je pense que c'est important de préciser pourquoi est-ce qu'on fait une émission d'analyse critique des idées d'Étienne Chouard. On ne fait pas cette émission parce que les idées d'Étienne Chouard seraient particulièrement originales ou seraient particulièrement développées. Évidemment, ça n'a pas le même statut qu'une analyse critique de la pensée d'Heidegger. Étienne Chouard est plutôt intéressant comme révélateur, comme concentrant un ensemble de thèmes qui finalement définissent assez bien ce qu'est le confusionnisme, ou du moins ce qui est une forme de populisme transversal, comme l'a appelé Anselm Japp, c'est-à-dire un populisme qui emprunte à la fois des thèmes à la gauche nationale étatiste, donc par exemple historiquement le PCF, le keynésianisme, le souverainisme de gauche, le patriotisme de gauche du 19e siècle, Jaurès et tout ça. Et d'autre part, des idées qui viennent plutôt historiquement de l'extrême droite, comme une critique du capitalisme qui se résume en fait à une critique de l'usure, de la finance, une critique de crise qui serait fomentée de l'extérieur. Voilà, donc je pense que la question est encore plus complexe que simplement... je pense pas que Chouard soit quelqu'un qu'on peut résumer à quelqu'un d'extrême droite qui se cache derrière des idées du populisme transversal. Ça serait plutôt le cas du coup d'Alain Soral. Mais quelqu'un qui en fait fait partie de cette espèce de populisme transversal, qui est un peu finalement l'idéologie critique
spontanée sans faire de la sociologie de bas étage, mais on va dire des mecs blancs de classe moyenne, spontanément vont vers le populisme transversal, qui n'est pas que des thèmes d'extrême droite malheureusement, mais aussi beaucoup de thèmes d'extrême gauche, par exemple l'anti-impérialisme pro-russe de Chouard, dont on parlera. Là, pour le coup, c'est clairement quelque chose qui est propre, qui est historiquement lié à l'extrême gauche nationaliste. Et tu parles de populisme transversal et effectivement, en fait, quand il luttait contre le projet de constitution européenne, donc il débattait depuis son blog avec chacune des deux mouvances en fait qui refusaient ce projet, qui était donc la gauche radicale et l'extrême droite. Et la conséquence de cette victoire-là, c'est que du coup, depuis, il caresse le mythe de l'union des contraires contre le pouvoir en place. Et du coup, il se rapproche d'organisations d'extrême droite qui prônent également ce rapprochement avec l'idée qu'on pourrait réconcilier les extrêmes. Et c'est de ça qu'il tire son fameux slogan de dire au-delà de la gauche et la droite. Et effectivement, c'est donc un populisme transversal qui essaye de venir à la fois traverser des milieux de la gauche radicale comme de la droite radicale, en refusant de rendre des comptes sur ces appartenances-là, c'est-à-dire qu'il dit toujours la lumière naît du choc des esprits, je vais piocher partout là où je trouve des idées qui viennent conforter mes intuitions. Tout le monde est un humain, et donc tout le monde a une parole qui est valable. Et donc, il refuse en fait de catégoriser ce qui serait des amis politiques ou des ennemis politiques, qui est quand même assez dangereux quand même. Ouais, alors effectivement, son slogan est effectivement quelque chose qui est très prisé aujourd'hui, qu'on retrouve à la fois dans finalement effectivement ces deux mamelles intellectuelles qui sont d'une part la gauche nationaliste, ce que j'appelle un peu ce qu'on peut appeler la gauche nationalitatiste. Donc, par exemple, Mélenchon qui avait déclaré dans un tweet il y a quelques mois, il faut finalement le clivage le plus fondamental, entre guillemets, c'est plus vraiment le clivage gauche-droite, même s'il ne prétend pas qu'il est dépassé, Mélenchon. Mais disons qu'il dit le gros clivage quand même, c'est peuple-oligarchie. Et donc là, on est typiquement dans la définition du populisme. Voilà, populisme dans le sens où c'est non pas qui se distingue, pas que j'y sois favorable pour le coup, mais par exemple de l'ouvriérisme, qui est simplement la défense de la classe ouvrière. Là, c'est la défense du peuple contre la minorité, les 1%. Dans une vision du coup complètement interclassiste, où en fait il y aurait une homogénéité du peuple sans lutte à l'intérieur de cette même catégorie-là, sans lutte de classe, de race, de genre, comme s'il y avait une catégorie comme ça homogène et complètement qui nie en fait les dynamiques de domination à l'intérieur même du peuple, quoi. C'est ça. Et du coup, qui résume la domination à une espèce de corps étranger. Il y a une espèce... c'est pas nous, c'est les étrangers. Et enfin, ce qui nous est étranger, du moins, et c'est-à-dire, c'est la finance, la banque, et qui sont voilà, des thèmes qu'on retrouve, qui sont issus à la fois des thèmes de l'extrême droite, donc qui sont voilà, des thèmes historiquement antisémites, disons, et à la fois des thèmes qu'on retrouve aussi dans l'idée de la gauche nationale étatiste depuis la Révolution française, où par exemple Robespierre, qui est une figure qui est revendiquée notamment par Étienne Chouard. Robespierre, l'ennemi, c'est la minorité d'aristocrates, contre-révolutionnaires et tout ça. Il n'y a pas de critique chez Robespierre de la bourgeoisie, ou alors une critique très marginale, dans le sens où il faudrait qu'ils s'enrichissent un peu moins. Et du coup, je pense que ce qui est important de préciser, c'est deux choses. C'est, d'une part, rappeler quand même que cette idée du dépassement du clivage gauche-droite, comme on l'a vu récemment dans un ouvrage d'ailleurs qui a à peu près ce nom-là, d'Alain de Benoist, qui dit en gros gauche et droite c'est fini. Il faut rappeler que cette idée ni gauche ni droite, que le clivage gauche-droite est terminé, c'est une idée historiquement qui vient de l'extrême droite plutôt. Voilà, même tu peux expliquer pourquoi, comment, à quel moment c'est mobilisé dans l'extrême droite historiquement ? Voilà, alors historiquement, les origines de cette volonté de dépassement, si on suit, alors même si ça va pas plaire à certains chouardiens, puisque je vais citer une référence, un historien israélien, voilà. Mais pour sa défense, il a quand même subi une tentative d'assassinat par
par un Israélien d'extrême droite, donc on ne peut pas considérer que c'est quand même quelqu'un de... Voilà, c'est pas un néoconservateur pour le coup. Donc qui s'appelle Gilles Sternel, qui a écrit un livre qui s'appelle Ni gauche ni droite, l'idéologie fasciste en France, qui lui fait remonter les racines de l'idéologie fasciste. Alors l'idéologie fasciste, du coup, pas du tout dans le sens d'Étienne Chouard, qui n'a pas de culture historique, puisque les premiers mouvements qui se sont réclamés du fascisme, notamment par exemple en France, c'est le parti fasciste de Georges Valois, qui est fondé dans les années 20, et dont le programme est le suivant, c'est-à-dire union de la classe ouvrière et du bon capital productif national contre le méchant capital financier international. Alors, ça c'était une précision sur le concept de fascisme. Après, pour Gilles Sternel, cette origine, disons, d'une volonté affichée d'un dépassement du clivage gauche-droite, elle s'est réalisée un peu matériellement au moment du boulangisme. Donc il y a une crise qui intervient au milieu des années 1880, et il y a le général Boulanger, qui a un succès populaire assez important, qui gagne plein d'élections et tout ça, et qui devient une espèce de force montante face à une république qui est encore assez mal installée, et qui est liée à plein de scandales, de corruption, qui finalement fait pas beaucoup de réformes sociales et tout ça. Et il y a une partie de l'extrême gauche qui va être attirée par les idées du général Boulanger. Une bonne partie de l'extrême gauche française, y compris même des gens qui vont fonder le marxisme en France, comme Jules Guesde. Voilà. Et du coup, au nom du fait finalement que le général Boulanger balayerait la République bourgeoise, et au nom du peuple, et donc du coup ce serait quand même quelqu'un de progressiste, même si évidemment ils n'adhéraient pas à toutes ces idées. Mais voilà, et ça a créé une espèce de précédent historique qui a fait qu'il y a eu aussi certaines équivocités de la gauche et de l'extrême gauche au moment de l'affaire Dreyfus. Il y a beaucoup de gens, l'extrême gauche a mis très longtemps à se rallier, non pas tellement à la défense d'Alfred Dreyfus, qui était victime d'un projet injuste, mais qui n'était pas non plus un révolutionnaire, et qui ont eu beaucoup de mal à attaquer ce qui était à la racine de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire l'antisémitisme. Et Jaurès, par exemple, à un moment, il y a eu un regain d'antisémitisme en Algérie, à la fin du 19e siècle, et il disait, au fond, oui, les juifs, c'est des usuriers, ils l'ont quand même bien cherché, c'est juste que c'est des masses un peu égarées, mais au fond, elles cherchent, comme nous, la critique du capitalisme. Et disons que, après, si on continue tout au long de la période historique en France, ça va donner dans les... Alors déjà, dans les années 10, il y a des rapprochements, il y a une toute petite frange du syndicalisme libertaire, du syndicalisme révolutionnaire qui va basculer dans l'antisémitisme. Je crois que ça s'appelait Terre Libre. Ensuite, dans les... Et voilà, ça c'est... Donc, à mon avis, je dis ça, ça me paraît important de dire que Chouard est l'aboutissement de cette histoire. Et à mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas céder à la tentation de dire c'est uniquement de la faute de l'extrême droite. En fait, l'extrême droite a pu, disons, être confusionniste, entre guillemets, c'est-à-dire en appeler à une transversalité, la réunion, la réconciliation, comme le site Égalité et Réconciliation l'indique. Elle a pu le faire parce qu'il y a eu des précédents historiques où la partie de la gauche qui n'est pas internationaliste, qui n'est pas libertaire, qui n'est pas farouchement opposée à l'antisémitisme, etc., la gauche nationale-étatiste, focalisée sur une critique de la finance et tout ça, et qui est malheureusement encore aujourd'hui la gauche dominante, cette gauche-là a parfois été tentée. Et on peut prendre plein d'exemples, des gens d'extrême gauche qui sont passés du côté du général Boulanger, qui était quand même clairement de droite, des gens qui ensuite ont pris position contre Dreyfus, aux côtés de toute l'extrême droite antisémite française, une petite partie du syndicalisme révolutionnaire qui est devenu antisémite, petite, hein. Et puis après, si je continue, dans les années 30, des gens comme par exemple Doriot, qui ont quitté le Parti communiste français,
et qui ont fondé des partis néofascistes et tout ça. Et puis après, bon, il y a toute la collaboration et tout ça. Je pense que c'est pas la peine de faire une histoire non plus hyper longue de tout ça. Enfin, en gros, ça c'est Jeff Sternel s'arrête à peu près en 40, quoi. Donc c'est un petit peu pour pas résumer son livre, mais voilà, pour donner une idée. Et du coup, d'un côté, il y a cette gauche nationale étatiste, pas claire sur l'antisémitisme, focalisée sur la critique de la finance, qui se laisse attirer par l'extrême droite. Et d'un autre côté, je pense que c'est important de préciser qu'il y a de l'autre côté un processus qui est à partir de la fin du 19e siècle, l'extrême droite, qui était majoritairement réactionnaire, catholique, monarchiste, anti-républicaine et tout ça, va opérer une refonte, notamment par exemple quelqu'un comme Drummond, qui va jouer un rôle très important avec le best-seller qui a été La France juive, et qui va inaugurer, alors bon, c'est toujours difficile de dire quand est-ce que naît cette espèce de populisme transversal, enfin, on peut, si on suit Sternel, ça naît à peu près à ce moment-là, et quelqu'un comme Drummond qui va en appeler au peuple contre la République juive, franc-maçonne, quelqu'un qui vient d'extrême droite, Drummond, mais qui va le faire non pas au nom de l'Ancien Régime, et bon, bien sûr, il le fait un peu au nom du catholicisme quand même, mais pas au nom de l'Ancien Régime. Donc lui, il prône une espèce de république sociale, débarrassée des Juifs. Mais exactement comme le tournant nouveau que prend le FN à partir des années 95, où il passe d'une position plutôt libérale et très conservatrice du point de vue des valeurs à une critique du libéralisme et un espèce de discours pseudo-anticapitaliste, quoi. Puisqu'en fait, le partage ne se fait plus entre des valeurs qui seraient des valeurs de gauche et d'autres qui seraient des valeurs de droite, mais entre cette idée de peuple, oligarchie. Donc on définit l'ennemi du point de vue de ce qui serait proche de la finance. Et c'est ce qui amène en fait Étienne Chouard dans une vidéo, j'ai noté ses propos, à donner sa définition du fascisme. Et donc il dit les fachos, ce sont les possédants, les industriels, les banquiers et les firmes transnationales. Le fascisme, c'est pas le racisme, et le racisme est un problème secondaire, c'est pas un problème politique central. Et en fait, ça contribue à brouiller complètement les marqueurs politiques, puisqu'il refuse, il le dit, alors là je vous le cite encore, il dit « Je refuse le qualificatif d'extrême droite pour les racistes, les antisémites, les catholiques traditionnalistes et les partisans de la peine de mort et les partisans de l'interdiction du droit des femmes à l'avortement. » Donc il considère, et je vous le cite encore, que le FN est à gauche et que le danger, ce n'est pas Le Pen. Donc on a un brouillage comme ça des marqueurs politiques avec le déplacement du clivage gauche-droite vers un clivage peuple-oligarchie qui fait qu'on n'est plus capable de distinguer des positions politiques claires. Et ouais, et alors là, je pense que effectivement, on pourrait se dire ce que dit Étienne Chouard. Bon, bah voilà, lui, il a envie de placer. Il a envie de dire que la finance, les industriels et les possédants, c'est des fascistes et que le FN est à gauche. Et on pourrait presque se dire, eh ben, pourquoi pas, c'est son point de vue. Le problème, c'est que historiquement, ce n'est pas vrai. Et en fait, ce n'est pas vrai du point de vue des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les acteurs historiques ne se définissent pas comme ça. Jean-Marie Le Pen n'a jamais dit qu'il était de gauche. Jean-Marie Le Pen sait très bien qu'il est de droite. L'extrême droite se dit rarement d'extrême droite d'ailleurs, hein. Elle se dit plutôt de droite. Mais clairement, le parti, le Front National, c'est clairement quelque chose qui se rattache historiquement à la droite, qui n'a des références historiquement, bon, par exemple pour Jean-Marie Le Pen, qui ne sont que des références de droite, qui sont des références de collaborationnistes, Charles Maurras et tout ça, des gens qui se disaient explicitement de droite et qui aujourd'hui, enfin disons leurs héritiers, passent sur Radio Courtoisie, qui se dit bien la radio de toutes les droites, mais bien de toutes les droites, pas de la gauche. Voilà. Et du coup, ça n'a et d'autre part, ça c'est pour ce qui est du clivage gauche-droite. Donc les gens qui, pour résumer l'argument, c'est que les gens, par exemple les gens du Front National, historiquement, se sont définis par rapport à une tradition intellectuelle de droite, se sont définis comme étant de droite, et ce n'est que récemment qu'ils ont tenté de brouiller les cartes et de dire
que finalement on était juste patriotes. Et c'est là, à mon avis, c'est peut-être une parenthèse sur laquelle on pourra revenir, c'est cette volonté de dire, en fait, on n'est plus de droite, on est juste patriote. À mon avis, c'est pas juste... Enfin, en partie, c'est une supercherie. Mais en fait, ça se base quand même sur des éléments concrets, c'est-à-dire qu'il y a des éléments patriotiques, entre guillemets, interclassistes, populistes dans la gauche, et évidemment, l'extrême droite en profite. Et d'autre part, sur la question du fascisme, historiquement, les partis qui se sont réclamés du fascisme ne sont pas des partis de possédants, d'industriels et de banquiers en première instance. Ensuite, évidemment, à partir du moment où les partis fascistes ont été proches d'arriver au pouvoir, évidemment qu'il y a certains industriels ou certains banquiers qui les ont financés. Mais ce qu'explique bien Gilles Sternel, c'est que l'idéologie fasciste, au début, c'est un mouvement, entre guillemets, populaire. Populaire dans le sens plus que, par exemple, Daniel Guérin parlait des plébéiens pendant la Révolution française. C'est-à-dire, c'est pas exactement des éléments populaires spontanés, mais disons, c'est des agitateurs politiques qui ne sont pas, en général, des grands aristocrates ou des grands banquiers, mais qui sont plutôt des militants politiques. Et par exemple, le premier parti fasciste en France, le parti de Georges Valois, premier parti fasciste, créé en 1925, a succombé parce que justement, il n'arrivait pas à tirer de fonds des industriels et des banquiers. Et donc, ça a été un fascisme qui a raté, parce que justement, du coup, ils avaient un discours un peu trop critique du grand capital, qui sont un peu les poncifs de l'idéologie d'extrême droite, critique du grand capital, critique contre et revalorisation de l'artisanat, critique du capital financier et tout. Et en fait, ils l'ont pris un peu trop au sérieux, d'une certaine façon, et du coup, ils se sont retrouvés sans financement et se sont effondrés. Donc le premier parti fasciste français était un parti qui, parce que justement, il n'a pas su attirer les possédants, les industriels et les banquiers, qui s'est effondré, faute de structure financière. Ce qui fait que, par exemple, Hitler, dans les années 20, lui, au début, était parti sur un discours un petit peu comme Valois, et petit à petit, pour attirer les financements, il a commencé à dire, bon, on la met un peu en veilleuse sur la critique du grand capital et tout, et on se focalise juste sur le capital rapace, juif, et tout ça, pour attirer... En fait, je dirais que le fascisme, c'est pas un parti, c'est pas du tout quelque chose qui vient des possédants et tout ça, mais c'est quelque chose c'est un mouvement qui vient d'ailleurs, qui vient beaucoup, par exemple, pour le parti nazi, au niveau de la sociologie, des classes moyennes déclassées, des intellectuels ratés, c'est le parti nazi, c'est ça, c'est classe moyenne déclassée et des intellectuels ratés, et qui à un moment tempèrent un peu leur discours anticapitalistes tronqués, puisque déjà ils visent pas tout le capitalisme, et qui finissent par juste critiquer le capital juif pour attirer des financements. Mais ça, c'est que dans un deuxième temps. Et en fait, ce qu'explique très bien Gilles Sternel dans son livre, c'est que quand la bourgeoisie n'a pas d'autre choix que de faire appel à ces mouvements qu'il ne contrôle pas, qui sont instables, en lesquels il n'a pas vraiment confiance, parce qu'il peut leur échapper, c'est que lorsque la bourgeoisie est contrainte et forcée de faire appel à ces mouvements fascistes, qu'elle les finance et qu'elle fait appel à eux. Mais, par exemple, en France, jusqu'en 1940, la bourgeoisie n'a pas eu besoin de faire appel au fascisme, et du coup, elle a préféré s'appuyer sur la droite traditionnelle, et ça lui a très bien réussi. Et d'ailleurs, en France, Sternel explique que le régime de Vichy n'est pas tout à fait un régime fasciste, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de la droite traditionnelle. Il n'y a pas eu de côté... Il y a un petit côté révolutionnaire chez Vichy, mais globalement, c'est plutôt conservateur et réactionnaire, alors que le fascisme, lui, se veut révolutionnaire. Et du coup, en fait, en France, jusqu'à aujourd'hui, la bourgeoisie n'a jamais soutenu, disons au moins massivement, le fascisme. A soutenu à un moment effectivement un régime collaborationniste, réactionnaire, mais par exemple, les fascistes qui existaient dans le régime de Vichy ont toujours été minoritaires, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Voilà, la bourgeoisie n'a jamais eu besoin de les appeler. Donc à mon avis, ce que dit Chouard est complètement faux. Et c'est ce qui lui permet du coup
comme de mettre sur le même plan le Front National et le parti de Mélenchon, la France Insoumise, au nom justement de cette seule critique du capital improductif qu'on retrouve à la fois effectivement dans le FN et à la fois dans le Front de gauche. Mais que du coup ça voudrait dire que quelque part il y a plus en germe du fascisme par exemple dans une gauche, dans l'intercapitalisme tronqué, que dans du hollandisme ou du sarkozysme, quoi. Puisque il y a cette idée quand même que c'est la critique de la finance. Enfin, je veux dire, le discours de Marine Le Pen, c'est presque le même que Jean-Luc Mélenchon sur le point de vue de la critique économique, tu vois. Et elle a un programme économique de gauche, enfin de mélenchoniste, quoi. Alors, je vais... C'est-à-dire que finalement, on a plus à craindre d'un Jean-Luc Mélenchon que d'un François Hollande. Tu vois, à la fois, c'est un peu troublant politiquement. Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, moi, je nuancerais un petit peu l'idée que Marine Le Pen, il y a eu un tournant antilibéral du Front National. Ouais. Il y a un tournant contre le libéralisme mondial. Mais Marine Le Pen se revendique expressément d'un libéralisme national. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas d'éclatement du parti. Parce que si elle était anti-libérale, toute la frange libérale se serait barrée. Du coup, elle critique l'ultra... D'ailleurs, elle ne critique jamais le libéralisme. Elle critique en général l'ultralibéralisme ou le libéralisme international. Mais elle critique... Elle est favorable à un libéralisme national avec un État stratège. Et il faut quand même se souvenir que, du coup, son modèle, un peu, c'est la France des années 60 de De Gaulle, avec son État stratège. Et bon, même si, effectivement, c'était beaucoup plus étatiste qu'aujourd'hui, De Gaulle, même s'il était dirigiste, n'était pas non plus antilibéral. Enfin, voilà, et lui, il voulait qu'il y ait des champions nationaux, des grandes entreprises, et c'était pas un partisan, par exemple, de la nationalisation des moyens de production. Les grandes entreprises n'ont été nationalisées que sous Mitterrand en 80. Et après, d'autre part, sur la question de... Oui, évidemment, on peut dire que Mélenchon, et ça peut paraître très choquant, et c'est là qu'on voit la complexité des choses. Bien sûr, Mélenchon, et même si je pense qu'il en est quand même assez loin, mais il est plus proche du fascisme que Hollande. Et en ça, en ça, je pense que c'est important de comprendre ce que c'est que le fascisme. C'est que le fascisme, c'est un mouvement révolutionnaire, mais qui veut revenir à l'ordre. Voilà, donc c'est pas un mouvement révolutionnaire comme les révolutionnaires d'extrême gauche, qui veulent fonder un nouvel ordre. Le fascisme, c'est le retour à l'ordre, mais par une voie révolutionnaire. Quand par exemple, la bourgeoisie traditionnelle, les partis de droite n'y arrivent pas, que voilà, les juifs nous envahissent, etc., etc. Boum, on fait une révolution, la révolte dans l'ordre d'une certaine façon, et pour un retour à l'ordre. Et ensuite, une de ces autres caractéristiques, donc d'une certaine façon, Hollande n'est pas du tout révolutionnaire, Mélenchon l'est un petit peu plus, entre guillemets, donc de ce point de vue-là. Et ensuite, il est vrai que, par exemple, le fascisme vante l'alliance des classes nationales contre le grand capital financier international, qu'il assimile Aux Juifs. Tendanciellement aux Juifs. Et de ce point de vue-là, évidemment, Hollande n'est pas du tout un critique du grand capital financier international. C'est plutôt d'ailleurs plutôt un ami du grand capital financier international. Voilà, c'est en tout cas, voilà, les différents partis soutiennent parfois différentes fractions de la bourgeoisie. Bon, pour le coup, les gens comme le parti de Hollande ou Sarkozy et tout soutiennent plutôt cette fraction-là de la bourgeoisie. Et du coup, de ce point de vue-là, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, lui, est beaucoup plus proche de cette critique du grand capital financier international. Après, il y a beaucoup de caractéristiques du fascisme qu'on ne retrouve pas chez Mélenchon. Et de toute façon, le fascisme ne peut pas... moi, je pense que c'est important non plus de préciser ce genre de choses. Le fascisme ne vient pas de la gauche. Le fascisme vient de l'extrême droite. Mais... en venant de l'extrême droite, il arrive dans ces eaux troubles où il partage finalement pas mal de thèmes avec l'extrême gauche. Mais après, Mélenchon, évidemment, n'est pas fasciste. On peut lui reprocher plein de choses. On peut faire une critique radicale de cette gauche nationale étatiste. D'ailleurs, on l'a fait plein de fois. Mais je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'être fasciste. Mais par contre, dans ce sens, et c'est là qu'on voit que en fait, le fascisme, c'est pas le seul ennemi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, voilà, par exemple, la forme néolibérale du capitalisme n'est pas largement plus souhaitable que la forme fasciste. À l'inverse, voilà, et du coup, il faut
pas non plus juste penser en termes antifascistes. Mais après, d'un autre côté, je finis juste là-dessus, d'un autre côté, contrairement à ce que dit Chouard, on ne peut pas se contenter de critiquer la forme ultralibérale ou néolibérale du capitalisme et de vanter toutes les autres formes dégueulasses que d'une certaine façon il approuve. Donc peut-être que, puisqu'on parle de ça, on peut parler de l'obsession que Chouard nourrit pour la question de la création monétaire et de la monnaie. Puisque du coup il s'attaque essentiellement aux banquiers, à la création monétaire et à la dette, mais jamais aux structures capitalistes, aux rapports de production, à la question du salariat, etc. Et peut-être que tu peux dire un mot là-dessus, sur de quoi cette obsession pour la création monétaire est un symptôme. Ouais, alors évidemment, donc du coup ça joue un rôle très important dans la pensée de Chouard, la question de la souveraineté monétaire. Ce qui fait que notamment il accorde une très grande importance à des explications conspirationnistes de la création monétaire, notamment voilà, le complot de la Banque de France, le complot de la Réserve fédérale, voilà, qui sont basés pas toujours sur des sources très sûres. Et là-dessus, je ne vais pas trop développer parce qu'on en a déjà parlé dans une autre émission avec Léon de Matisse. C'était la deuxième partie de l'émission qu'on a fait autour de son livre Crise. Et en gros, pour faire très simple, la création monétaire dans le capitalisme, c'est une forme d'avance au processus de valorisation qui permet du coup avec l'argent qui est créé sous forme de crédit, effectivement. Ce crédit est employé pour valoriser du capital. Et ensuite, au bout du compte, une fois que les entrepreneurs ont investi, qu'ils ont récupéré de l'argent et qu'ils sont remboursés à la banque commerciale, la banque commerciale elle-même rembourse à la banque centrale. Et la banque centrale, ça c'est quelque chose que les conspirationnistes comme Chouard, par exemple, ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas la comptabilité en partie double. Et bien la banque centrale, en fait, quand elle émet 100, c'est pas elle les crée effectivement à partir de rien, mais dans son bilan, ces 100, ils sont à la fois un actif et un passif. Donc un actif dans le sens où elle a une créance qui vaut 100 et donc qui garantit, mais elle a un passif. Un passif, c'est quelque chose qui, voilà, elle a créé 100 à partir de rien. Donc elle a quelque chose qui pèse dans son bilan. Et c'est une fois que les 100 reviennent dans la banque centrale que du coup, l'actif et le passif s'annulent mutuellement. Et voilà, bon, ça c'était pour en parler rapidement. Et alors lui, par ailleurs, il renvoie une des vidéos qui est structurante pour lui, à laquelle, sur son blog, il n'arrête pas de renvoyer. C'est une vidéo de Paul Grignon, qui s'appelle L'Argent-Dette, et où, là, ça raconte vraiment l'histoire de la création monétaire comme une création ex nihilo, comme s'il n'y avait pas de travail, comme si la valeur, le travail, l'argent étaient complètement déconnectés de la dynamique de création monétaire. Et c'est des sources qui l'amènent à défendre. Alors il y a une vidéo où il dit que, donc pour lui, la crise est évidemment pas structurelle, c'est pas une crise de production de valeur, c'est pas une crise de la raréfaction du travail. Pour lui, c'est un piège politique, et c'est un piège qui est notamment créé du fait que les États peuvent pas emprunter auprès de la Banque centrale, et donc ils doivent emprunter auprès de banques privées, donc ils perdent leur souveraineté. Et ce piège a été pensé, orchestré sciemment par certaines élites, etc. Donc ça l'amène à avoir une focalisation sur la question de la création monétaire qui est absolument dingue, et du coup qui rend aucune perception correcte de la crise possible, quoi. Ouais, alors du coup, je pense que c'est important de... Bon, je pense qu'effectivement, Étienne Chouard n'a rien compris à la création monétaire. Et d'ailleurs, Paul Grignon non plus, ce qui est quand même plus gênant pour quelqu'un qui prétend avoir réalisé un documentaire sur cette question, puisque effectivement, ils n'ont pas compris la comptabilité en partie double et le fait que à chaque fois qu'on crée 100, ça s'inscrit à la fois à l'actif et au passif, et qu'une fois que l'argent est remboursé à la banque centrale, c'est pas l'argent de la banque centrale se les met de côté pour aller faire la fête après, quoi. Hein. Sinon, ce serait merveilleux pour la banque centrale. Sauf que ce qu'ils oublient... Non, mais ce qu'il explique, c'est qu'on peut prêter de l'argent qu'on n'a pas. C'est-à-dire que ce qu'il appelle le système des réserves fractionnaires, c'est que si tu as un capital de base qui est 1, il y a un rapport de 1 à 7 qui fait que en fait, tu peux prêter 7 euros pour 1 euro de trésorerie, qui est donc une création, en fait, qui est effectivement une création monétaire. Mais effectivement, ce qu'on avait dit dans l'émission avec Léon de Matisse, ce que je rappelle rapidement, c'est que en fait, cette possibilité de créer plus d'argent qu'il n'y a d'argent qui est, disons, un résultat d'une création de valeur passée,
où il y a eu un processus de production, une vente de marchandises réussie et tout ça, c'est tout simplement parce qu'à un moment, pour faire des investissements gigantesques, on ne peut plus simplement s'en tenir aux produits des recettes du cycle de valorisation précédent. Et il faut donc emprunter. Il faut créer de la monnaie qui, pour l'instant, ne représente pas de valeur. Donc c'est pour ça qu'il y a une création ex nihilo, mais qui doit, in fine, en créer et donc se réaliser. Et une fois que l'entrepreneur aura, par exemple, pour parler d'un cycle de valorisation réussi, l'État a créé énormément d'argent. Bon, alors ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est que c'est des gens qui critiquent la création ex nihilo d'argent, et puis qui d'un autre côté pensent que l'État devrait faire de la planche à billets. Bon, enfin, c'est un peu contradictoire, mais enfin bon, voilà. Donc, ce qui est un problème en fait, c'est quand la planche à billets est créée par des banques commerciales et pas quand c'est des banques d'État. Mais en fait, les modalités sont un peu différentes, et certes, les banques privées effectivement font un intérêt au passage, un profit au passage, mais globalement, les modalités sont globalement les mêmes, c'est-à-dire que on prête dans l'économie pour que l'économie réalise un cycle de valorisation, et quand ce cycle de valorisation réussit, que les marchandises ont bien été vendues au bon prix, que voilà, tout ça, ensuite, par exemple pendant les 30 glorieuses, eh bien, l'argent va être remboursé d'abord à la banque commerciale, et puis ensuite elle est remboursée à la banque centrale privée ou à la banque centrale publique, peu importe, et ces banques centrales vont détruire cet argent. Voilà. Alors, d'une certaine façon, comme elles en créent toujours plus qu'elles n'en détruisent, on a l'impression qu'elles en créent toujours plus, mais en fait, elles le détruisent. Et pour une raison très simple, mais évidemment, les conspirationnistes ont un peu de mal à comprendre ça, c'est que pour une raison très simple, le système fonctionne comme ça, parce que si l'argent était créé à volonté, était créé à volonté de manière complètement ex nihilo, sans aucune contrepartie, sans aucun gage, parce que là, il y a un gage, c'est quand même que c'est une anticipation de création de valeur dans le futur. C'est ça, c'est que la créance de 100, elle est censée représenter que il va bien y avoir une création de 100 dans l'économie. Et les fois où l'État ou les banques centrales privées, bon, ça arrive plus rarement. Oui, ça crée une inflation terrible. Ça crée une inflation terrible. Et par exemple, pour le cas de la France, il y a eu le système des assignats. Et donc, on a créé énormément de monnaie sous forme de crédit. Et c'est l'État qui l'a fait, hein. C'est pas les méchants banquiers juifs. Hein. C'est l'État français, la République française, qui a créé énormément de monnaie sous forme d'assignats, qui était gagée sur la vente des biens nationaux. Donc d'une certaine façon, sur la valorisation à travers la vente de terres, qui avait été confisquée à la noblesse et au clergé. Sauf que en fait, à force que la bourgeoisie se fasse des rabais et finalement vende ces terres pas cher du tout, la valorisation, entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler de valorisation, de ces terres a été extrêmement faible. Du coup, toute cette création monétaire n'a pas, et c'est ça qui est important, n'a pas réalisé une valeur suffisante. C'est-à-dire que c'était une anticipation de valeur future qui ne s'est pas réalisée. Et donc, du coup, la monnaie ne valait plus rien et la monnaie s'est effondrée. Et c'est ce qui arrive périodiquement avec les crises financières en ce moment. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui est important, pourquoi est-ce que je prends l'exemple des assignats, c'est à dessein, parce que justement, Chouard relaie sur son blog une vidéo avec Henri Guillemin, où Henri Guillemin explique, pas qu'Henri Guillemin soit d'extrême droite et tout ça, mais enfin, Henri Guillemin n'a pas très bien compris la création de la Banque de France, et en gros, Henri Guillemin dénonce le fait que la Banque de France a été créée par des financiers franco-suisses. Voilà, et que ça a été créé sous la forme d'une banque privée. Peut-être que pour les auditeurs, tu peux rapidement situer Henri Guillemin. Qui est Henri Guillemin ? Henri Guillemin, donc, c'est un historien républicain qui a été gaulliste à un moment et qui est plutôt assez représentatif finalement de cette gauche nationale étatiste qui, du coup, est mobilisable aussi par l'extrême droite. Et donc Henri Guillemin, dans cette vidéo, expliquait que, en gros, Napoléon avait filé la création monétaire en France à des banquiers franco-suisses. Donc, ce qui, évidemment, du point de vue de la gauche nationale étatiste comme de l'extrême droite, est un scandale. Sauf que ce qu'il oublie de préciser, c'est que juste avant, il y avait eu le scandale des assignats. Et le scandale des assignats, il révèle quoi ? C'est que, en fait, le capital, parce qu'évidemment, on parle là ici de capital, le capital ne fait pas confiance, fait moins confiance quand c'est l'État qui crée la monnaie. Parce que l'État ne rembourse pas toujours. Parce que de la même façon que l'État ne rembourse pas toujours ses dettes, parfois l'État crée beaucoup trop de monnaie
qu'il n'est nécessaire pour, par exemple, pour financer la guerre. Les assignats, ils ont été créés pour financer la guerre. Et du coup, donc tous les détenteurs de capitaux n'ont plus confiance dans une monnaie gérée par l'État. Donc du coup, ils veulent la gérer eux-mêmes. Et Napoléon, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pas parce que c'est un méchant comploteur juif, mais tout simplement parce qu'il veut leur capital, il veut le capital des Suisses. Et il veut le fric des capitalistes suisses et des capitalistes français. Donc il accepte. Donc en fait, le deal, c'est ok, vous contrôlez la création monétaire, comme ça vous ne serez pas lésés et vous vous ferez un peu de fric dessus. Et en contrepartie, vous m'amenez vos capitaux. Du coup, je peux payer mes soldats, voilà, et c'est pas la crise du budget, et je peux faire mes guerres et tout ça. Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose que... et pour revenir du coup à Étienne Chouard, c'est quelque chose qui ne saisit pas, c'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple des États-Unis, j'en ai déjà parlé dans l'émission avec Léon Matisse, mais je pense que c'est quand même important de préciser, parce que là, en l'occurrence, il a quand même fait des vidéos complètes sur le complot de la Réserve fédérale, dont il y a des éléments factuels qui peut-être sont vrais, peu importe. Mais sauf que c'est présenté comme un complot de vilains banquiers qui cherchent à s'approprier un truc qui est en fait merveilleux, qui est la création monétaire. Alors que la création monétaire, en fait, en soi, elle sert juste à financer le capitalisme et à faire que la majorité de la population soit exploitée. On ne voit pas en quoi est-ce que c'est particulièrement positif. Mais enfin bon. Et du coup, pourquoi est-ce que la Réserve fédérale, elle est créée? Eh bien, en fait, c'est tout simplement une lutte. Et ça, c'est ce que les gens d'extrême droite oublient de préciser. C'est une lutte entre deux fractions du capital financier. Une qui représente la grande banque new-yorkaise et l'autre qui représente les banques régionales intermédiaires, qui créent jusque-là, jusqu'aux années 1910 aux États-Unis, jusqu'à la fin des années 1900 plutôt, la monnaie aux États-Unis. Et en fait, c'est tout simplement la grande banque qui arrive à s'arranger avec des politiciens et tout ça, en leur promettant un système monétaire plus stable, parce que basé sur les ressources financières du grand capital. Et un système, du coup, qui aurait soi-disant plus d'efficacité et tout ça. Moi, je ne prends pas position sur ce truc, je m'en fous. Mais c'est important de préciser que ce qui est présenté comme un vilain complot est en fait une bataille entre deux formes, entre deux fractions du capital financier, qui sont aussi méprisables les unes que les autres. Parce que les banques régionales et tout ça aux États-Unis, elles demandaient des intérêts aussi très importants. Et elle baisait aussi tous les gens qui aiment beaucoup l'extrême droite, c'est-à-dire les fermiers blancs et tout ça. Enfin voilà. Et du coup, voilà. Et on en fait tout un pataquès. Mais en soi, la monnaie, ça sert simplement dans le capitalisme, en tout cas sous sa forme de crédit, à anticiper, à permettre, sous forme d'anticipation de survaleur, à permettre d'initier un cycle de valorisation. À partir d'une certaine époque du capitalisme, la monnaie sous forme de crédit est absolument nécessaire. Quand elle est créée par l'État, ça a des avantages évidemment pour l'État, mais ça peut rebuter un peu le capital financier, surtout quand, par exemple, dans les années 70, c'est la crise et tout ça, hein, parce qu'on parle de la loi de 73, mais cette loi de 73, elle est un peu en lien aussi avec des difficultés économiques. Enfin bref, c'est pas pour justifier, hein, mais c'est important de le replacer. Tout ça fait partie de l'histoire du capitalisme, et après, que ce soit... évidemment, pour l'État, ça a beaucoup plus d'avantages de contrôler la masse monétaire, mais ça peut faire fuir les capitaux. Donc aujourd'hui, on nationalise, on revient en francs et on revient à une forme de souveraineté monétaire, mais les capitaux français se barrent. Ils se barrent directement, et ensuite, les souverainistes seront là à minauder. Rendez-nous notre capital, voilà, et c'est tout. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, le capital est internationalisé. Mais même en 1800, ils pouvaient aller se planquer en Suisse. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment, c'est deux stratégies à l'intérieur du capitalisme, la souveraineté monétaire ou confier la création monétaire à une banque centrale indépendante entre guillemets, même si en fait elle est très liée au capital financier. Mais en soi, c'est deux options à l'intérieur du capitalisme, et ça n'a rien d'émancipateur, puisque de toute façon, ça sert à financer le même système d'exploitation et de domination impersonnelle. Qui lui reste inchangé et non critiqué par Étienne Chouard. Alors après, peut-être pour approfondir un petit peu
l'histoire de la monnaie, en fait, on voit bien que derrière ce souverainisme monétaire, donc qui fait abstraction, voilà, des rapports de classe et des structures capitalistes qui ne les interrogent pas, et qui, historiquement, est quand même un vieux truc de l'extrême droite américaine, notamment. Hein, voilà, l'histoire de la monnaie fondante. Avant, la monnaie, c'était du solide, c'était gagé sur de l'or. Sauf que, l'or, on n'en crée pas suffisamment, ça ne représente pas suffisamment de valeur pour gager la monnaie. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que le système monétaire basé sur l'or a été abandonné. Parce qu'à un moment, il fallait, pour que l'économie, pour que la valorisation se poursuive, ou du moins qu'elle ne se casse pas la gueule, il fallait beaucoup plus de création monétaire que ce que le permettait un système fondé sur l'équivalence entre la création monétaire et les réserves d'or. Et l'état noir. Voilà. Et du coup, à un moment, c'était nécessaire. Enfin, c'est important de le préciser. Mais après, tout ce souverainisme monétaire va beaucoup avec une critique, finalement, des banquiers, qui sont vus comme, c'est un thème qui est historiquement d'extrême droite d'ailleurs, le thème des banksters. Voilà, finalement, les banquiers seraient des vilains... des vilains spéculateurs qui s'enrichiraient sur la base, qui s'enrichiraient sur le dos de tout le monde, les gentils industriels et les gentils prolétaires. Bon, alors qu'en fait, en réalité, si on critique les ponctions qui sont effectuées, c'est-à-dire ce que Marx appelle le surtravail, c'est-à-dire c'est-à-dire la création de valeur qui excède le salaire. Mettons, au bout de 3 heures, le travailleur ou la travailleuse a remboursé son salaire, il ou elle travaille 5 heures de plus. Sur ces 5 heures, en l'occurrence, il y a une partie qui va aller au capital financier sous forme d'intérêt. Il y a quand même une bonne partie qui va aller au capital industriel. Bon, ça pose pas trop de problèmes à l'extrême droite, manifestement. Mais pour en revenir à cette critique des banquiers, en fait, c'est une critique... c'est plus compliqué que simplement une critique de la finance. Parce qu'en réalité, la critique de la finance, quand la gauche nationaliste ou l'extrême droite critique la finance, c'est pas exactement toute la finance qu'elle critique. C'est en réalité ce qu'ils appellent l'usure, la spéculation. Et en fait, pour eux, la bonne finance, c'est la finance qui finance le capital productif. En fait, c'est un peu comme le rêve du bon politicien pas corrompu. Tout ça, donc en gros, ce serait une finance qui, alors qu'elle aurait la possibilité de spéculer, se contenterait simplement d'un taux de rendement de 3% sur une industrie moribonde. Bon, c'est évidemment très très utopique. Et c'est là c'est pour ça que d'ailleurs que tous les partis fascistes, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, en fait, se sont contentés de s'acharner sur les juifs, notamment. Et en fait, la finance allemande, par exemple, pendant les années 30 et les années 40, a relativement prospéré parce que la finance est indispensable dans le système capitaliste pour justement financer la valorisation du capital. Donc en fait, je pense que le nœud de cette critique de la finance, en réalité, puisque c'est des gens qui ne veulent pas du tout sortir du mode de production capitaliste, comme la finance est indispensable au mode de production capitaliste, en réalité, c'est quelque chose dont on va parler. C'est en réalité une critique, c'est une marque, je pense, centrale de ce qu'on peut appeler l'antisémitisme structurel. Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Grouve. À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un passe-move, ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses, depuis Adam et Ève. Le lièvre et la tortue, Paris sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux. C'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune. On dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verts ont la télé et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube.
Des tas de secrets d'État sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qu'ils ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé au cou. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell. L'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Ils ont dit que Sheila et la Joconde étaient des hommes, qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium, que certains boulangers font des babas au polonium, qu'ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du rhum. Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo, tout cela n'est pas faux. Dans les Simpsons c'est qui a tué Kenny, mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy. Dans l'ordre du temple solaire avant, je vois venir des pompiers avec des jerrycans d'essence. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Da Vinci Claude. Dans ma tête depuis l'aube, c'est comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Donc, selon toi, Étienne Chouard serait pas forcément un antisémite ouvert, mais plutôt ce que tu appelles un antisémite structurel. Donc, qu'est-ce que tu entends par antisémite structurel ? Oui. Pourquoi est-ce qu'on précise antisémitisme structurel ? Parce que souvent, les individus qu'on peut accuser d'antisémitisme structurel disent « mais non, je ne suis pas antisémite » et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que ici, l'antisémitisme structurel, on n'entend pas, du coup, qui est un peu la définition banale, un peu en mode SOS racisme de l'antisémitisme, c'est-à-dire une hostilité personnelle, une haine vis-à-vis des individus juifs qu'on rencontre. En réalité, l'antisémitisme structurel, c'est beaucoup plus et pas forcément d'ailleurs, il y a évidemment des liens entre l'antisémitisme structurel et l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme structurel, c'est en réalité une véritable vision du monde, un véritable système de pensée qui a une fonction très précise au sein du capitalisme et qui se réactive en gros à chaque crise, qui est que pour éviter de se remettre en cause comme sujet capitaliste, et parfois comme sujet de classe moyenne, mec, blanc et tout ça, c'est-à-dire comme étant pas évidemment la classe dominante, mais disons pas en tout cas les franges dominées de la classe dominée, voilà, pour tout un tas de raisons. L'antisémitisme structurel, ça va être cette vision du monde qui consiste non pas à voir par exemple dans les crises, les guerres et les mouvements de migration par exemple, des produits de la dynamique du capitalisme, voilà, des affrontements entre les différentes puissances capitalistes, des rapports entre les centres et les périphéries, du fait que la crise se répercute plus dans les périphéries, donc ça touche d'abord le tiers-monde, en gros, ça touche plus violemment le tiers-monde sous forme de guerre civile et tout ça, que les pays du centre, notamment l'Occident, la France, les États-Unis et tout ça. Plutôt que de voir tous ces événements, et puis en général c'est un amalgame de plein de phénomènes qui sont d'ailleurs pas forcément toujours critiquables, mais enfin on va amalgamer tout un tas de phénomènes et on va les faire découler non pas des dynamiques structurelles du capitalisme ou des rapports de classe, des rapports géopolitiques et tout ça, mais et même d'ailleurs des rapports de genre, parce qu'on peut avoir une lecture conspirationniste des rapports de genre. Ce qui s'est passé dans les années 70, c'était un complot, je sais pas quoi, du capitalisme pour détruire la famille, quoi.
ces thèses d'extrême droite qui sont défendues sérieusement. Bon, on aura tout entendu. Et donc, l'antisémitisme structurel, c'est une vision du monde qui attribue tout un tas de phénomènes qui sont perçus comme négatifs, qui peuvent être parfois réellement négatifs ou parfois en réalité pas du tout négatifs, comme l'émancipation des femmes, comme le produit, non pas d'une dynamique structurelle donc, mais d'un complot, d'une minorité agissante. Donc on est, voilà, c'est pas une dynamique de structure, c'est des individus, voilà, qui sont malfaisants, qui sont hors du peuple, parce que le peuple c'est du coup le référent positif, hein, c'est pour ça que ça nous amènera un peu à la question de la démocratie. Et donc cette minorité, elle est hors sol, elle est cosmopolite, elle est internationale, parce que sinon elle n'arriverait pas à faire des complots internationaux quand même. Donc il faut qu'elle soit internationale, il faut qu'elle soit hors sol, qu'elle soit pas populaire, du coup elle va contre les intérêts de la nation, nation qui est un peu le référent commun positif de la gauche nationale étatiste comme de l'extrême droite d'ailleurs, même si c'est avec une définition légèrement différente. Et du coup, on va expliquer tout ce qui se passe dans le monde par des complots. Par des complots, et non pas au sens de on va trouver 2-3 trucs parfois un peu suspects, parce que parfois effectivement, je sais pas, on peut dire que oui, par exemple, la réserve fédérale a été créée par, oui, effectivement, il y a eu une réunion entre des gens de l'administration fédérale et des banquiers. Mais après, la question, c'est, en fait, ça faisait partie d'une bataille entre deux fractions du capital financier. Sauf qu'eux, ils ne le voient pas du tout comme ça. Ils voient, il y a une minorité d'individus qui se réunissent. Alors, on a l'impression que c'est juste des gens qui sont puissants parce qu'ils se réunissent. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils sont puissants Alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils sont déjà puissants et qu'ils ont des intérêts communs qui se réunissent. Donc là, on est dans une lecture qui inverse, entre guillemets, les positions structurelles. Comme on peut avoir l'impression que, oulala, Bilderberg, ils ont plein de pouvoir. Alors qu'en réalité, non. C'est juste des gens qui ont du pouvoir qui se réunissent. Voilà. Et qui discutent et qui parfois peuvent prendre des décisions communes. Mais en général, qui sont des décisions que de toute façon, ils auraient quand même prises. Parce que, en l'occurrence, ils sont déjà les fractions dominantes des classes dominantes. Donc, bon. Enfin bref. Donc c'est vraiment une lecture complotiste du monde qui croit que des individus complotent en secret et qui créent tout un tas de... Enfin, qu'il en résulte des guerres. Alors il y a 50 000 explications, un complot... Alors on peut arriver sur des trucs complètement délirants, du genre, c'est un complot juif qui a mis Hitler au pouvoir, Pour la création de l'État d'Israël. Pour la création de l'État d'Israël. Qui est apparemment, de sources pas absolument certaines, mais selon un ancien chouardien, quelque chose que croirait Chouard. Alors, je suis un peu... Je sais pas, mais enfin en tout cas, il croit en tout cas des trucs assez délirants de ce même genre, et qui du coup est pas du tout une analyse structurelle, des rapports de classe, tout ça, mais uniquement des êtres malfaisants qui, on ne sait pas d'où vient leur pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça antisémitisme structurel ? Parce que historiquement, dans toutes les phases de crise du capitalisme, le populisme transversal, donc qui est globalement dirigé par des gens de la classe moyenne, enfin des mecs de la classe moyenne raciste, l'incarnation, la figure de ce groupe minoritaire complotant contre la nation, fomentant des guerres et des crises pour des buts complètement délirants et hégémoniques, ce sont les juifs. Et donc évidemment, ça a été le protocole des sages de Sion, et aujourd'hui, ça se prolonge jusqu'à, maintenant on appelle ça publiquement le complot américano-sioniste, mais enfin bon, en fait c'est juste parce qu'à un moment, et là pour le coup l'extrême gauche est pas complètement innocente, parce que ceux qui ont commencé à parler de complot sioniste, c'est quand même les staliniens dans les années 50, dans des grands procès, où ils ont essayé d'éliminer une partie de l'opposition à leur politique hégémonique dans les pays de l'Est. Et comme on ne pouvait pas les accuser... et on a trouvé comme prétexte, parce qu'il y avait pas mal de juifs, le fait que en fait, c'était des agents sionistes, qui est une manière un peu plus polie de dire juif, même si la critique des politiques colonialistes de l'État d'Israël, évidemment, n'est pas interdite. On reviendra peut-être dessus. Mais enfin, en tout cas,
la manière dont, voilà, dont une partie quand même assez importante du sionisme ou américano-sionisme aujourd'hui, en fait, ont un vieux fond américano-sioniste, c'est-à-dire qui explique tous les malheurs du monde par le complot des élites sionistes, entre parenthèses juives. Du coup, est-ce que tu pourrais détailler un peu les différents liens qu'il entretient, enfin en fait, en tout cas les auteurs, comme par exemple Shlomo Sand, Gilad Asmon, enfin les différentes positions de ces auteurs-là par rapport à la question d'Israël et sa façon à lui de se rapporter à eux positivement, même quand c'est des auteurs clairement antisémites, quoi. Dans le cas par exemple de... c'était qui là? Thierry Messon? Non, c'était qui Oui, ou par exemple le fait qu'ils soutiennent les positions d'un Forisson. Bon, tu pourras couper ma question parce qu'elle est pourrie. Non, elle est super. C'est juste non, elle est pourrie, mais parce qu'à un moment tu dis dans le texte que bon, il y a un peu de tout dans ces références par rapport à la question d'Israël, quoi. Il y a des auteurs qui sont tout à fait qui critiquent la politique colonialiste d'Israël, et puis d'autres qui sont clairement antisémites, et qu'en fait il fait aucune distinction entre ces différentes sources, quoi. Oui, alors en plus, ce qui est assez amusant, c'est que les sources qu'il cite, c'est dans un message, dans un soi-disant article où il rompt avec Alain Soral. Après l'avoir copieusement encensé, bon, peut-être qu'on y reviendra, mais simplement pour une petite citation croustillante dans une interview filmée d'ailleurs, il disait « Je pense que Soral n'est ni fasciste ni raciste. Je le trouve même plutôt antifasciste et antiraciste. » Donc bon. Soral, je fais un point info, qui est un des chefs de file de l'extrême droite française avec son organisation Égalité et Réconciliation, qui se revendique du national-socialisme, qui soutient le parti néo-nazi Aube Dorée en Grèce et Marine Le Pen en France, et qui a été membre de la direction du FN et a été condamné pour antisémitisme et provocation à la haine. Voilà. Donc il est considéré comme un homme courageux par Étienne Chouard. Voilà, et d'ailleurs c'est quand même assez amusant parce qu'il a réédité Mein Kampf récemment en disant que c'était une expérience intéressante de socialisme national à l'intérieur de ses frontières. Donc voilà, donc un type assez sympa, quoi. Et du coup, dans un message de rupture où en gros 99% de l'article est quand même pour dire mais Soral quand même c'est un mec bien, et puis les gens d'égalité et réconciliation ils cherchent le salut commun à leur façon. Donc par exemple en prêchant plus à mots à demi-couvert l'expulsion violente des 8 millions de juifs du Moyen-Orient. Voilà, et puis d'autres petits trucs sympas, l'élimination des antifascistes, enfin plein de choses super sympas. Donc dans un message où pendant 99% du temps il dit que Soral quand même c'est un type bien, mais bon il a dit une phrase, il a réussi à trouver qu'une phrase quand même, une phrase qui est quand même un peu glissante parce que quand même il dit qu'El Kabash c'est un petit sémite de merde qui devrait fermer sa gueule devant Vladimir Poutine qui est un grand arien. Bon, effectivement là... ça commence à devenir difficile à défendre. Donc dans ce message, il dit, mais quand même, Soral, bon, il combat de redoutables projets de domination. Alors, parce que Soral, il n'a pas un projet de domination, c'est quand même difficile de ne pas le voir. Mais enfin, il dit, quand même, il m'a permis de connaître des gens super sympas, comme, je cite, Shlomo Sand, Jacob Cohen, Bernard Lazare, Israël Shaak, Gilad Atzmon, Norman Finkelstein, Gideon Lévy, Mersheimer et Walt, Eric Hazan, etc. On reverra un peu le mélange des genres. Hein. C'était un peu comme si je vous citais, oui, alors des penseurs de la pensée française comme, de la pensée allemande comme Karl Marx, Heidegger, Schmitt, Landauer qui est un anarchiste. Enfin, le gros mélange des genres, quoi. Donc effectivement, il cite des gens qui sont relativement intéressants, comme Shlomo Sand, qui est un post-sioniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est critique, mais qui n'est pas non plus un antisémite ou un réactionnaire. Bernard Lazare, bon, pourquoi pas, c'est un historien de la fin du 19e siècle, un historien juif, bon, qui était un peu critique, pourquoi pas. Bon, Eric Hazan, je ne sais pas si on va en parler, mais enfin... Mais en tout cas, il y a des gens, mais par contre, il recommande des gens qui sont en fait encore pires que Soral sur cette question-là. Donc notamment, alors, par exemple,
Jacob Cohen, qui soutient qu'il y a mondialement des millions de juifs et des milliers de non-juifs au service du Mossad, que les attentats du 11 septembre ont été orchestrés par le Mossad, qui donne des conférences au centre culturel iranien intitulé Les sionistes maîtres du monde incontestablement. Donc là, je pense quand même que il a recyclé les protocoles des sages de Sion. Voilà. Et alors, par exemple, il y a des gens encore plus sympas, comme par exemple Gilad Atzmon, qui est même dénoncé par beaucoup de pro-palestiniens comme étant vraiment un antisémite infréquentable. Il est même dénoncé par l'UJFP, qui est parfois pas toujours très clair et qui relaie parfois même Gilad Atzmon. Donc bon, enfin voilà, c'est vraiment un mec qui est considéré comme craignos par tout le monde, pour qui il a écrit plusieurs ouvrages, notamment La parabole d'Esther, Anatomie du peuple élu, aux éditions conspirationnistes 2001 en 2012. Et alors lui, il dit que en gros, les Juifs, c'est un mouvement de solidarité tribale transnationale qui fomente des conflits internationaux dans l'optique d'une suprématie mondiale. Voilà. Pour lui, l'Holocauste a été une victoire sioniste, et il se demande si Hitler n'a pas eu raison. Voilà. Donc plutôt un mec sympa, et qui dit que le récit actuel sur l'Holocauste n'a aucun sens, et qu'il faut regarder du côté des, entre guillemets, révisionnistes, c'est-à-dire des négationnistes comme Faurisson, qui disent que tout ça n'est truffé de mensonges, et qu'il n'y a jamais eu d'études historiques sérieuses, alors qu'il y a eu quand même des centaines d'historiens qui ont bossé dessus. Bon, après, juste pour nuancer un tout petit peu ça, une des stratégies d'Étienne Chouard qui est assez troublante, c'est il se positionne dans une position de victime en accusant ses adversaires ou ses détracteurs théoriques de fonctionner par des systèmes de rapprochement par étiquette. Et lui, il dit il faut cultiver le discernement, et je peux très bien citer quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, la lumière naît du choc des idées. Nous sommes des adultes responsables et pleins de discernement, et du coup on peut aller chercher chez un auteur ce qui vient conforter une thèse, et laisser de côté ce qui viendrait pas la conforter. Donc je pense que en fait Étienne Chouard ne va jamais chercher ces éléments-là. Il se trouve qu'il va citer des auteurs qui par ailleurs ont ce type de position-là. Étienne Chouard ne vient jamais chercher ce type d'argumentation-là. Mais c'est pour ça qu'en fait il participe à ce qu'on appelle un espèce de confusionnisme politique, c'est-à-dire qu'en fait il crée des passerelles, il crée des boulevards en fait, parce que quand on va sur le site d'Étienne Chouard, on tombe sur, il y a 2-3 sites qui sont des sites de la gauche un peu molle, et puis il y a les 3/4 des autres références, c'est égalité, réconciliation, c'est des sites qu'on pourrait qualifier de rouge-brun. Donc en fait, il cite pas directement ce type d'analyse que tu viens d'évoquer. Mais en tout cas, il ouvre la porte pour aller s'intéresser à ces penseurs-là. Et donc à ce titre-là, c'est une responsabilité qui est... Bah c'est ça, même s'il s'en défend, en disant on ne peut pas me faire cautionner l'intégralité des postures des auteurs que je cite. Ouais, mais c'est une réponse quand même très facile qui fait, parce que d'une part, il est massivement lu, donc il a une responsabilité. Je veux dire, j'aurais un blog qui serait lu par 6 millions de personnes, je dirais pas des conneries, je renverrais pas vers des auteurs négationnistes, antisémites, fascistes pour le coup, qui se réclament quand même du national-socialisme, etc. Donc voilà, première chose. Donc il y a quand même une responsabilité indéniable. D'autre part, il y a plein d'autres références très intéressantes qu'il ne cite jamais. Je me souviens encore d'un truc quand même qui m'avait beaucoup fait rire, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui lui a mis un texte du comité érotique révolutionnaire. Voilà, sur son blog, qui a plein de défauts, mais qui est quand même vachement plus intéressant qu'Alain Soral. Et il répond, très intéressant, mais sur le Moyen-Âge, il devrait lire Jacques Herz, qui est un historien catholique réactionnaire. Donc c'est quand même, on voit qu'il est complètement à côté de la plaque, et ses références sont très orientées. Il ne relaie jamais de trucs féministes, il ne relaie jamais de trucs antiracistes, il ne relaie jamais de trucs libertaires. Sa seule référence historique, c'est la Grèce antique, qu'il idéalise complètement abusivement, en ayant des fois une interprétation un peu faussée de certains chiffres ou de certaines réalités effectives. Et par ailleurs, il y a des expériences plus récentes ou plus poussées qu'il ne cite jamais, comme la Commune de Paris, l'Espagne libertaire, le Chiapas, le quartier d'Exarchia à Athènes, enfin tout un tas de références comme ça qui peuvent constituer une tradition de lutte ou de gauche radicale, ou en tout cas... Ou alors il les cite superficiellement, parce que, pour être honnête, il a effectivement relayé une fois une vidéo sur
l'Espagne libertaire, mais comme ça, qui approfondissait pas vraiment le côté lutte, tout ça, qui était plus un récit d'acteurs qui se souvenaient que c'était super chouette. Et voilà, donc il a quand même, voilà, il a quand même mis sur son site 3-4 références intéressantes, genre Marcus Rediker sur les pirates, mais c'est 3-4 références intéressantes, Dans un noyées océan de- dans un océan de... pas de merde, mais enfin, par exemple, il relaie des articles de Russia Today, c'est quand même l'organe de propagande du Kremlin. Pour quelqu'un qui se dit anti-système et machin, bon, le Kremlin, c'est pas particulièrement un groupe anti-système, hein. C'est quand même une des plus grosses puissances mondiales, la deuxième puissance nucléaire mondiale. Donc bon, c'est quand même un peu douteux, quoi. Et ce que je voulais finir sur cette histoire de référence, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas voir... il ne faut pas le prendre à la lettre. En fait, les références qu'il utilise, pourquoi est-ce qu'il les utilise ? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est, on peut utiliser plein de... Par exemple, si on étudie le fascisme, on peut étudier des auteurs fascistes qui ont défini le fascisme. Sauf que... Mais on s'intéresse au fascisme pourquoi ? Là, en l'occurrence, pour démonter le fascisme. Par exemple, quelqu'un comme João Bernardo, un historien portugais, il a lu plein d'historiens fascistes et plein de fascistes pour comprendre ce que c'est que l'idéologie fasciste pour le combattre. Lui, il lit plein d'historiens antisionistes pour s'attaquer de manière pathologique, unique et réactionnaire à non pas seulement aux politiques coloniales israéliennes, non pas seulement au caractère colonial et au caractère colonial et raciste de l'État d'Israël depuis sa fondation, mais à l'existence même d'un peuplement juif au Moyen-Orient, et de manière complètement réactionnaire, puisque bon bah malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, enfin peut-être qu'ils sont pas, peut-être que effectivement il y a eu un processus de colonisation, il y a eu des expropriations de terres. Effectivement, la jeunesse de l'État d'Israël n'est pas quelque chose de particulièrement glorieux, mais d'un autre côté, aujourd'hui, de tenir une position qui est quasiment, bon, on les vire tous, machin, on les envoie où ? On ne sait pas. Parce que l'endroit où ils auraient pu faire un État, ailleurs, ils auraient pu faire, ça aurait été le Yiddishland. Il y avait des millions de juifs en Pologne et tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces millions de juifs ils ont été exterminés par quelqu'un dont l'ouvrage fondateur est réédité chez Soral. Alors on va me dire, je fais des trucs, mais je pense que c'est important de dire que les références, il les mobilise pourquoi ? Parce qu'il s'attaque de manière obsessive aux États-Unis et à Israël. Sans jamais parler d'autres États, par exemple la Russie, l'Iran ou même la Turquie. C'est des pays merveilleux pour lui. C'est des États auxquels il s'attaque jamais, quoi. C'est ça, des États qui sont démocratiques. Et là, en s'attaquant de manière unilatérale à Israël, en relayant plein de gens qui sont négationnistes ou qui disent en gros que Israël fait la politique des États-Unis, fait la politique mondiale, en donnant une puissance exagérée, en faisant pas un tableau équilibré. Évidemment, Israël est un État colonialiste, mais c'est aussi un État qui est pour partie un produit de l'antisémitisme, ce qui n'excuse en rien les politiques coloniales, mais qui permet de rappeler qu'il y a quand même un contexte, que il y a les vagues d'antisémitisme à la fin du 19e siècle. Le sionisme n'est pas né d'un mec cinglé qui voulait tout détruire. Et voilà, c'est né... Après, ça s'est très mal fait, etc. Et puis, il y a eu l'Holocauste aussi, qui a fait venir beaucoup de gens en Israël. Il y a des gens qui étaient encore en Pologne dans les années 40-50. Après la guerre, ils ont subi un antisémitisme tellement fort qu'ils se sont barrés. Et pareil, dans le Moyen-Orient. Il faut quand même rappeler que le garde du corps et une partie des services secrets égyptiens sous Nasser, qui est le paragon de l'anti-impérialisme, encore aujourd'hui à gauche, c'était des SS, des anciens SS, le garde du corps de Nasser lui-même. Et tout ça pour dire que y a cette volonté pathologique d'uniquement centrer sa critique sur Israël, et en plus alors qu'il n'est pas vraiment concerné, quoi. Je veux dire, il est pas juif, il n'est pas palestinien,
il pourrait faire la même critique à tous les autres États-nations qui se sont constitués aussi de manière horrible. Enfin, la Russie, ils se sont constitués sur des invasions, des massacres, sur des génocides. Oui, les famines en Ukraine dans les années 30 et tout ça. Ça, bizarrement, il n'en parle pas beaucoup. Donc en fait, la jeunesse de l'État d'Israël, la jeunesse de tous les États-nations, c'est-à-dire elle est dégueulasse, elle est colonialiste et tout ça. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque à Israël ? À mon avis, c'est parce que c'est cohérent avec sa vision du monde qui explique tout en termes de complot, et en l'occurrence, je suis obligé de le dire, en termes de complot juif, de complot de la finance et tout ça. Et en ça, je voudrais juste finir là-dessus. En ça, à mon avis, c'est pas uniquement une source d'extrême droite. Parce qu'il y a une certaine extrême gauche aussi qui s'attaque pas seulement à tous les colonialismes, et notamment à celui d'Israël, mais s'attaque uniquement ou de manière aveugle à d'autres formes d'États-nations colonialistes, à Israël de manière un peu pathologique, en expliquant que finalement tous les malheurs du monde proviennent de l'État d'Israël, une partie des malheurs du monde sans doute, mais pas tous les malheurs du monde. Et du coup, je pense que là, l'anti-impérialisme monofocalisé contre les États-Unis et Israël, c'est un travers qui lui vient aussi de l'extrême gauche anti-impérialiste et anti-sioniste, qui a plein de défauts. Et du coup, là encore une fois, on ne peut pas rejeter toute la responsabilité des errements de choix uniquement sur l'extrême droite. D'ailleurs, il le dit lui-même, sa conversion politique, c'est là-bas si j'y suis. Donc on voit bien que cette gauche nationale étatique, elle a des responsabilités dans ce genre d'idées. Alors moi j'aimerais bien pour la dernière partie de l'émission, qu'on aborde la question de la fameuse cause des causes, qui est donc l'argument, enfin l'espèce de slogan schwardien, donc la cause des causes. Il pense avoir trouvé la cause des causes, qui résiderait donc dans notre impuissance politique, qui serait la conséquence du fait que ce sont, je parle un peu dans ces termes, qui seraient les hommes du pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, et que du coup on se retrouve forcément dans une situation de conflit d'intérêts, et que donc la solution à ce truc-là, ce serait donc de mettre en place une espèce de démocratie directe, donc sur le modèle de la Grèce antique, avec l'idée d'une égalité politique, etc. Et un système qui reposerait principalement sur le système du tirage au sort, pour que on évite la question du conflit d'intérêts. Et donc il développe tout le truc classique autour de la démocratie directe, les mandats courts, non renouvelables, la possibilité de destituer les tirés au sort, etc. Et donc ça pose plusieurs problèmes. Déjà, c'est la conséquence d'une vision en fait extrêmement moralisatrice, ou en tout cas personnificatrice des problèmes politiques, qui s'incarne dans la figure de l'élu. Alors si on traîne un peu sur les pages Gentivirus, donc qui sont les militants en fait schwardiens, les Gentivirus, ils vont attaquer les pages Facebook des élus, ou alors ils postent des commentaires sur des publications Facebook, où le discours en fait est très simpliste, très superficiel, très caricatural. C'est une diabolisation de la figure de l'élu. Voilà, l'élu, c'est le mal, mais c'est vraiment, c'est pas du tout une critique structurelle ou une critique de la fonction ou du rôle social de l'élu. En tout cas, une critique qui s'inscrirait dans une critique plus globale de la totalité sociale dans laquelle on se trouve. Non, c'est vraiment une haine, une personnification de la figure de l'élu. Et un autre problème qui est le problème central par rapport auquel on peut discuter longtemps, qui est cette espèce de fétichisme de la sphère politique, comme si en fait la politique était un système séparé, était une sphère complètement hétérogène à la sphère de la production, au marché, etc. Et que en fait il suffirait de changer de constitution, sans changer les structures capitalistes, sans changer les rapports de production, etc., qui sont pourtant déterminants dans la société capitaliste. Donc lui, il défend un espèce d'assembléisme pur,
non conflictuelle, composée de citoyens. Donc là, on retombe un peu sur la figure peuple. Il dit souvent, voilà, on est tous des humains. Les fascistes aussi, les fascistes, c'est des humains, donc il faut parler avec eux. C'est justement dans le cadre d'une démocratie directe où on pourra entendre leurs paroles, qu'on pourra discuter avec eux. Il faut comprendre pourquoi ils en sont là. Enfin, on a l'impression que, voilà, un skinhead, il fait une séance de psychologie et puis ça va mieux. Et enfin voilà, sur cette espèce de fétichisme de la forme, de fétichisme du politique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et qui en fait, sa proposition de démocratie directe et de tirage au sort, c'est vraiment sa proposition centrale, unique, quoi. Et je pense que là, on peut s'attacher à la déconstruire vraiment, quoi. Ouais, je pense que c'est effectivement un aspect vraiment central de toute la pensée, au-delà de tous les éléments dont on a déjà parlé. Et je pense d'ailleurs que c'est dans une certaine manière assez cohérent avec le reste de son système, même si c'est vrai que avec les mêmes idées, à part ça, il pourrait être tenté par un truc beaucoup plus autoritaire, mais peut-être parce qu'il a une culture républicaine, de classe moyenne et tout ça. C'est peut-être d'ailleurs sa principale différence, enfin en tout cas une de ses principales différences avec quelqu'un comme Alain Soral. Alors son démocratisme, ce qu'on pourrait appeler voilà, le démocratisme, effectivement il est caractérisé par plusieurs choses. D'une part, c'est la croyance au formalisme. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas besoin de lutte. Il n'y a rien. Sur les luttes, les luttes n'existent pas. Chez Étienne Chouard, il y a bien eu la Révolution française, mais enfin, depuis, il n'y a rien eu. Il n'a aucune importance aux luttes, que ce soit de classe, de genre, ou antiraciste, ou anticapitaliste, anti-étatiste, libertaire, tout ça. Les luttes ne jouent vraiment aucun rôle dans sa pensée. Et du coup, c'est parce que justement, il faut éviter le conflit. Et pourquoi est-ce qu'il faut éviter le conflit ? À mon avis, c'est parce que lui-même, sans faire de la sociologie, mais enfin disons qu'il a une position dans le champ social qui n'incite pas au conflit, puisque voilà, il est apparemment propriétaire d'une maison, il n'est pas si mal loti que ça, voilà, c'est pas a priori, il n'a pas envie de faire une insurrection. Non, mais c'est pas qu'une question de déterminisme, c'est pas qu'une question de position sociologique, c'est une question de choix politique en fait. Enfin, je veux dire, on peut désirer la lutte et le conflit même en étant sociologiquement placé. Oui, mais enfin, disons qu'il a pris, je précise, il a pris ce qui allait être plus confortable et plus facile à partir de sa position sociale. Bien sûr qu'il pourra avoir une position insurrectionnelle pour la destruction du racisme et du patriarcat. Mais enfin, en l'occurrence, c'est pas ce qu'il a. Il a pris la solution qui était facile, qui le remettait pas du tout en cause. D'ailleurs, lui-même ne se remet pas du tout en cause dans aucun des éléments. Il fait le maître ignorant, mais il inonde tout le monde de vidéos où il explique sur un ton professoral des choses qui en général où il dit à peu près n'importe quoi. Enfin voilà, il y a une forme de consensualisme qui va bien avec l'idée de on maîtrise les revendications féministes, antiracistes, prolétaires, tout ça, on les met sous silence. Et il faut que quand même le petit patron raciste d'à côté de chez moi, il s'y retrouve quand même. Hein. Et il ne faut pas quand même qu'il se retrouve avec des gens qui ne sont pas contents du harcèlement tout simplement, de sa politique un peu, de sa politique raciste parce qu'il n'embauche pas des ouvriers racisés et du fait qu'il continue quand même de se garder les profits. Donc c'est pas non plus la catégorie de population la plus défavorisée au monde. Enfin bref. Tout ça va bien du coup avec une forme d'interclassisme. Voilà. On ne revient pas trop là-dessus, mais enfin voilà, une espèce de... il ne faut pas se fâcher du patron, du petit patron de la PME à côté qui exploite 50 ouvriers ou ouvrières jusqu'au prolo de base, il faut quand même s'entendre entre gens respectables. Et du coup, dans ce consensualisme et dans cet interclassisme, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une sorte de consensualisme de l'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, de facto, c'est de la sociologie de bas étage, mais enfin, pour être allé un petit peu dans des assemblées citoyennistes, je ne vais pas aller dans des assemblées chouardiennes en l'occurrence, mais peut-être tu pourras en parler, la représentativité est quand même assez limitée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité plus ou moins importante de mecs, une écrasante majorité quand même de gens qui ne sont pas racisés, et des gens qui viennent en moyenne de classe moyenne. Tout ça n'est pas pour dire, pas pour faire une forme de déterminisme social. En tout cas, c'est pas l'aspect le plus intéressant de la critique. Enfin, oui, mais en l'occurrence, ce consensualisme d'exclusion, c'est pas simplement
comme on pourrait avoir dans les milieux gauchistes, voilà, c'est les gens qui ont un gros capital culturel qui se retrouvent. Là, effectivement, il y a une forme d'exclusion, mais qui est plus, qui est parfois, disons au moins, plus une exclusion qui est finalement qui est assez regrettée, quoi. Finalement, il y a plein de groupuscules gauchistes qui se diraient putain, ce serait vraiment bien si on avait plus de prolétaires, plus de racisés, parce que là, on a vraiment l'air con, quoi. Alors que là, pour le coup, à partir du moment où il y a des gens d'égalité et réconciliation crâne rasé qui débarquent dans une assemblée, globalement le seul problème c'est la démocratie, que toutes les revendications, que le racisme, le sexisme, tout ça c'est des revendications qu'on n'entend pas, qu'on ne comprend pas, ou qui sont Ou en tout cas, minorées. ou en tout cas, elles sont secondaires parce qu'elles seront réglées de facto si on était en vraie démocratie. Toujours l'idée que la question politique est première et que quand on sera en vraie démocratie, toutes les autres questions Seront réglées. suivront et tous les nœuds se déferont naturellement, spontanément parce qu'on sera en vraie démocratie. Mais en vrai, ça renvoie quand même à une position conservatrice, parce que, pour prendre un exemple qui pour le coup n'a rien à voir avec Chouard, le mouvement ouvrier a dit pendant plein de temps que l'antisémitisme et notamment la domination masculine, l'oppression de genre et tout ça, ça se réglerait quand on aurait instauré le socialisme. Ce qui permettait en attendant de ne rien faire. En général, c'était ça, quand même, ça servait quand même à ça. Donc pour en revenir, donc il y a quand même, je pense, une forme d'exclusion. Et je pense que, même si évidemment tous nos milieux eux-mêmes sont déterminés sociologiquement, le leur aussi, et ça n'a quand même pas des effets très positifs. Donc façade démocratique, oui. Enfin, au moins, on peut dire que les milieux gauchistes aussi ont une forme de façade, mais en réalité, c'est quand même assez élitiste. Là, pour le coup, ils ont une façade démocratiste qui prétend parler du peuple, mais en réalité, le peuple, c'est pas grand monde. Ensuite, pour parler rapidement d'autre chose, du moralisme. Le moralisme, c'est un petit peu effectivement une conception personnifiante de la politique, alors qu'en réalité, la corruption, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient du fait que comment est-ce que des individus qui sont constitués par la société capitaliste comme étant des individus privés recherchant la maximisation de leurs intérêts privés, et qui sont constructurés structurellement, c'est pas juste une idéologie, enfin je veux dire, on est dans le capitalisme en tant qu'individu avec un compte en banque plus ou moins élevé. Quand on n'a plus de sous dans les comptes en banque et qu'on est majeur, on crève. Donc on est constitué comme ça, et on devrait en même temps, quand on devient un élu, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé porter les intérêts publics, on devrait arriver à ne plus être un individu privé. C'est une contradiction, et dans aucune société capitaliste connue, ça a marché. En Iran, il y avait soi-disant les religieux allaient être saints, ils n'allaient pas être corrompus. En réalité, le parti, lui non plus, ne devait pas être corrompu parce qu'il représenterait les intérêts du prolétariat. Tout ça, c'est des foutaises. Et donc, du coup, là, on voit vraiment qu'on est dans une critique tronquée de la politique. Oui, à la fois, ils n'ont pas une critique de la mauvaise conduite morale des personnes élues, ils ont quand même une critique de la représentation, du principe même de la représentation. Donc en fait, l'idée qu'un élu soit pris dans des conflits d'intérêts ou qu'il ait des pratiques... Ils n'analysent pas ça comme une corruption morale, mais comme les effets logiques d'un système qui serait le gouvernement représentatif et qui ne serait pas une démocratie. Oui, mais le problème, c'est qu'en réalité, la critique que je faisais s'applique aussi à la démocratie directe. Oui. Parce qu'en réalité, eux, ils continuent de fonctionner avec des systèmes d'assemblée où il y en a une partie qui tire au sort, une autre partie élue. Enfin, c'est un système un peu bric-à-broc. Peu importe, de toute façon, je pense qu'il n'a pas un grand intérêt. Il ne changerait pas grand-chose d'ailleurs. Mais la réflexion sur cette contradiction serait évidemment valable. Évidemment que Étienne Chouard, a des intérêts privés, n'importe qui a des intérêts privés dans la société capitaliste, et en appeler à la vertu et tout ça, enfin, c'est un grand classique des mouvements d'opposition réformiste depuis 2 siècles. Ça n'a donné aucun résultat, à part perpétuellement, ou alors fantasmer sur des personnalités historiques comme Robespierre, l'Incorruptible et tout ça. Bon, enfin, quand on voit la tronche de l'Incorruptible, qui a envoyé quand même pas mal de militants révolutionnaires à la guillotine, je pense que c'est pas non plus un saint. Alors pour revenir pour finir un petit peu sur la question de la politique, il y a effectivement
un fétichisme de la politique dans le sens où la politique est vue comme la solution à tous les problèmes. Et la politique, alors ici qu'on conçoit au sens moderne, le système institutionnel de la politique dans le capitalisme, avec l'État, ses institutions, sa bureaucratie et tout ça. En gros, il suffirait de démocratiser, entre guillemets, l'État, même pas d'abolir l'État, de démocratiser une petite partie de l'État, parce qu'en réalité, il y a quand même une partie où il y a des fonctionnaires, enfin, il n'y a pas pour l'élection de tous les fonctionnaires, a priori. Donc, cette petite partie de l'État, il suffirait de la démocratiser pour que, finalement, les choses aillent mieux. Alors, évidemment, dans son modèle, si j'ai bien compris, évidemment, il y aura aussi une forme de décentralisation très importante du pouvoir, avec des assemblées à la base. De toute façon, qui prône une forme de décentralisation ou une espèce de démocratie d'État, démocratie directe d'État, la question centrale, elle n'est pas tellement là. Elle est dans le fait qu'ils considèrent que se mettre tous ensemble autour d'une table et simplement délibérer et affronter des positions théoriques et trouver des solutions avec le consensus, pour lui, le lieu de l'intervention politique et sociale, il se trouve là. Et c'est ça, en fait, la problématique centrale, c'est que la question politique, c'est pas seulement des volontés. Je veux dire, on n'abolit pas le capitalisme en décidant démocratiquement, même en ayant tiré des gens au sort. On n'abolit pas le capitalisme en étant d'accord autour d'une table, en fait. La question politique, c'est des paroles, mais c'est aussi des actes, c'est aussi des luttes. Et surtout, c'est des luttes sur le terrain matériel, en fait, sur le terrain de ce qui nous tient concrètement dans les formes de gouvernement capitaliste, qui sont pas des pures décisions politiques qu'on pourrait destituer pour en mettre d'autres à la place, en fait. Enfin, on peut très bien faire une constituante démocratique pour un capitalisme d'État hyper autogéré. Enfin, je veux dire, la Suisse est un pays beaucoup plus démocratique que la France, et pour autant, il a le même fonctionnement. C'est un pays complètement... Ils font des sympathiques référendums contre les migrants aussi. Et d'ailleurs, Étienne Chouard, il cite souvent le système démocratique de la Suisse. Il parle souvent du système des cantons en Suisse, c'est merveilleux. Qui est un des systèmes d'ailleurs qui a accordé le droit de vote aux femmes le plus tard. Voilà, le droit de vote aux femmes en Suisse, c'est 1971. C'est-à-dire quand même 25 ans après la France. Et après, voilà, Étienne Chouard, il a une espèce d'optimisme naïf et dangereux sur ce qu'il pense être une nature humaine. Qui serait, voilà, si elle n'était pas entravée par la corruption et le problème de la représentation et de l'oligarchie, serait spontanément communiste et progressiste, quoi. Qui est une critique qui est encore une fois moralisatrice et non pas structurelle, quoi. De comprendre vraiment c'est quoi le rôle de la politique et c'est quoi ses possibilités. Et en fait, elles sont très minces. Bah ouais, du coup, je pense qu'on peut un peu résumer ça, qu'il y a une forme de double illusion chez Étienne Chouard, à la fois une illusion sociologique et anthropologique, c'est-à-dire que déjà les individus ne sont pas pris, quand ils discutent ensemble, ne sont pas pris dans des rapports de classe, dans des rapports de genre et dans des rapports de racisation. Ce sont des humains, ce sont catégorie générique, universelle. C'est ça, voilà, tout le monde devient un humain, alors que bien sûr que les humains existent comme espèce biologique, mais tant qu'on n'abolira pas les rapports de classe, les rapports de genre et les rapports de racisation, l'humanité, entre guillemets, ce sera toujours une vaine abstraction pour masquer ces rapports. Et ces rapports-là ne découlent pas d'une simple décision aussi démocratique soit-elle. Non, elle découle, et du coup, on est dans une définition anti-matérialiste. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a du racisme et pourquoi est-ce qu'il y a du sexisme ? Parce que, pour la question du sexisme, par exemple, parce que ça arrange bien une partie de l'humanité que les femmes soient infériorisées, qu'elles doivent faire la vaisselle, qu'elles se tapent 80% des tâches ménagères, qu'elles fournissent des services sexuels, etc., etc. Et pareil pour la question du racisme, même si c'est un peu différent. Et pareil pour la question des classes aussi, même si c'est encore un petit peu différent. Et du coup, on est vraiment dans une illusion sociologique et dans une illusion anthropologique aussi que finalement tout se résout par la discussion et non pas par des changements des structures elles-mêmes. Et ce qui nous amène à la deuxième illusion, c'est-à-dire une illusion sur le fait qu'il suffirait de se mettre autour d'une table pour décider. En réalité, le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir de la politique dans le système capitaliste, en réalité, est minime. Est minime parce que on ne peut pas démocratiquement décider d'abolir la loi de la valeur.
on peut l'abolir en faisant un mouvement de révolte, d'expropriation du capital, etc. Mais on ne peut pas décider démocratiquement d'abolir la loi de la valeur. On peut par exemple décider de rétablir la souveraineté monétaire et le protectionnisme français à la suite d'un débat très 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 démocratique. Sauf que les capitaux qui veulent se barrer, eux ils se barreront, et tous les pays qui voudront prendre des mesures de rétorsion contre le protectionnisme de la démocratie française, eh bien prendront des rétorsions, ce qui fait que cette magnifique décision démocratique pourra avoir des effets très néfastes en réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs notamment que Syriza n'est pas devenu protectionniste et n'a pas abandonné l'euro. Parce que ça veut dire que on renonce à toutes les importations, ça renchérit les biens, etc. Mais c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a finalement une espèce de cohérence, ou en tout cas de fil qui fait que sa pensée elle se tient très bien. C'est-à-dire que c'est sa critique complètement erronée en fait de ce qui serait un problème économique, c'est ce qui définit comme les problèmes économiques, c'est en fait des problèmes financiers, découle une certaine vision de quelles seraient les possibilités politiques. Oui, il suffirait de réguler la finance. Voilà, en fait, ça fait une espèce de constellation comme ça d'analyses qui sont cohérentes entre elles, mais du coup qui sont... C'est ça, c'est un peu les illusions du réformisme. C'est-à-dire, en fait, il suffirait de quelques petites modifications de nature politique, sous impulsion politique, pour que le capitalisme soit à visage humain et merveilleux. Alors, peut-être que... pour lui, ça lui apparaît vrai. Pour une majorité de la population mondiale, ça ne l'est pas. Pour l'environnement, ça ne l'est pas. Du coup, on voit bien que dans ses illusions, je pense que malgré tout, il traduit le fait qu'il est dans une position relativement privilégiée qui lui permet de se dire que, en fait, on changerait juste les autres, les méchants. C'est-à-dire pas mon copain qui est patron qui est petit patron, mais juste en s'attaquant à ces gens méchants là-haut, les 1%. Sans changer du tout les règles du système, ce qui fait qu'en fait on ne voit pas comment est-ce que les 1% disparaîtraient. À partir du moment où le système capitaliste est toujours en place, on ne voit pas comment est-ce qu'il n'y aurait pas une classe capitaliste qui serait hyper riche et tout ça. Donc là, on est dans une contradiction. C'est ça, c'est que lui, il n'a pas du tout d'analyse du capitalisme en termes de totalité. Ça. Il voit vraiment la question politique comme un truc complètement hétérogène. Pour lui, il n'y a pas de totalité sociale. Du coup, évidemment, en se mettant tous autour d'une table, on abolit la domination des 1%. C'est ça. En fait, au fond, il y a chez Chouard, il y a une partie de la société qui est naturelle. Donc les rapports de genre, tout ça, c'est le capitalisme, c'est naturel. Et après, il y a des choses qui sont sociaux, et c'est le processus de décision politique et la finance. Voilà. Et donc du coup, il suffit qu'il y ait une petite sphère. Il y a deux petites sphères sociales, du coup, tout le reste c'est naturel. La petite sphère sociale numéro 1, la gentille démocratie, intervient sur la finance, elle revient à la souveraineté monétaire, elle contrôle les banques, blablabla, blablabla, et on est dans un monde merveilleux et naturel. Alors, est-ce que tu veux conclure, Armand Paris ? Alors, je pense que pour finir, on n'a pas abordé tous les aspects de la pensée d'Étienne Chouard. Je pense qu'on aurait plus dû insister sur le fait que, voilà, par exemple, il reprend beaucoup de poncifs, de l'anti-impérialisme, en reprenant des articles de propagande du Kremlin, en défendant l'Ukraine proche de, la rébellion en Ukraine d'extrême droite proche de Poutine. Bon, même si en face c'est pas mieux, hein, évidemment. Mais enfin voilà, en défendant Bachar al-Assad, Milosevic, enfin tous les mecs sympathiques qui s'opposent aux méchants, au méchant empire américain. On aurait pu critiquer aussi sa vision complètement surannée, où il oppose en gros les collaborateurs et les résistants, où en gros il y a les bons et les méchants, alors qu'en réalité, déjà c'est plus complexe, et puis après dire que Soral c'est un résistant alors qu'il réédite Mein Kampf, c'est quand même vraiment un peu gros quand même. Même si à l'époque il l'avait pas réédité, mais enfin il se disait déjà national-socialiste, hein, donc il faut pas non plus prendre tout le monde pour des cons. Bon, on pourrait aussi discuter du fait qu'il a
qu'il a défendu une intéressante conférence avec Marion Sigaud, qui est une catholique intégriste contre-révolutionnaire, qui véhicule une vision de la Révolution française, enfin disons du début de la Révolution française, parce que Chouard en gros il est pour la partie robespierriste de la Révolution française, mais le début, Robespierre est quand même, Chouard est relativement d'accord sur le fait de considérer 1789 comme plus ou moins un complot de la bourgeoisie et des Lumières et des francs-maçons, quoi. Hein. Même si c'est un petit peu plus subtil que ça, mais enfin globalement, il n'a pas trop de problème à discuter avec quelqu'un qui défend ses positions. Je pense qu'il faudrait finir sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on a défini au début de l'émission Chouard comme confusionniste. Et je pense que c'est peut-être le mot de populisme transversal le définit très bien, mais le mot de confusionniste le définit aussi très très bien pour une raison, parce que lorsqu'il dit que les antiracistes sont en réalité racistes parce qu'ils emmerdent les racistes, du coup ils sont racistes des racistes, ce qui ne veut rien dire en fait, hein, voilà, c'est un petit peu comme si un juif qui accusait l'autre d'être antisémite, l'autre disait mais tu es antisémite. Ça ne veut rien dire, là vraiment on voit bien que c'est absurde. Mais c'est pourtant ce que dit Chouard, et dans la même veine, il accuse les féministes d'être sexistes parce qu'elles emmerdent les hommes, qui sont pourtant en fait les responsables du sexisme, puisque le sexisme, c'est non pas une attitude individuelle de mauvais citoyens, mais en réalité, c'est un système structurel qui a plein d'avantages matériels. Bon, peut-être que lui, il ne les voit pas trop, mais enfin, il y a quand même de la matérialité derrière tout ça, juste, bon, voilà... Le chiffre des viols qui touche majoritairement 90% les femmes, 80% de tâches ménagères. Et je pense que Chouard n'est pas seulement... Je aimerais finir là-dessus. Je pense que Chouard, en partie peut-être, est naïf. Mais je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le compte d'une naïveté et d'une bonhomie. Voilà. Je pense qu'en partie, il se met des œillères parce qu'il ne veut pas se remettre en cause. Parce qu'il ne veut pas remettre en cause la société dans laquelle il vit, une société qui l'avantage quand même malgré tout. Hein, il y a une casse moyenne dans les pays centraux du capitaliste, et être un homme non racisé, c'est quand même faire partie de la population privilégiée. Et donc, je pense qu'on ne peut pas lire Chouard uniquement sur l'aune de la naïveté, et qu'il faut le prendre comme quelqu'un qui, sérieusement, s'oppose à ce que serait une véritable émancipation, c'est-à-dire une émancipation anticapitaliste, antipatriarcale, antiraciste, pour l'abolition des classes, voilà, pour l'abolition de toutes les formes d'oppression et de domination sociale, quand lui, en fait, finalement, ne remet en cause que des des tout petits trucs qui le gênent lui, mais qui ne résolvent finalement pas grand-chose. Et je pense que si, en fait, à un moment, il a été exposé médiatiquement très rapidement, et alors qu'en fait, il était dans un processus aussi de formation politique. Enfin, je pense qu'il a, au moment, là, en 2005, où il a commencé à être vraiment un personnage public, il avait peu de culture politique, en fait, très peu de culture politique. Et du coup, il a étoffé cette culture au fur et à mesure de son exposition médiatique. Et il y a des moments où il y avait des personnalités à gauche, Franck Lepage, Judith Bernard, qui essayaient de le mettre face à ses contradictions et de le ramener dans un giron un peu plus gauche-molle, et où en fait il a peut-être à ce moment-là il y avait encore une forme de naïveté dans ses propos, et qu'en fait il a clairement fait le choix de se tourner plutôt vers des Alain Soral, Francis Cousin, etc., et que là il y a quelque chose qui ne relève plus de la naïveté, mais qui relève quand même d'un positionnement politique assez clair. Oui, d'ailleurs on pourrait finir sur le fait qu'il a appelé à voter pour Asselineau, qui est quand même clairement quelqu'un de droite, hein, qui est quelqu'un qui défend la colonisation. Et encore une fois, ici, son confusionnisme est complètement déroutant, c'est-à-dire que il dit que voilà, il aime bien Mélenchon, Asselineau, et que par ailleurs, si Marine Le Pen ne représenterait plutôt quelque chose de positif par rapport aux thèmes qui sont défendus par les antivirus, quoi. Donc voilà, Mélenchon, Asselineau, Marine Le Pen, Voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est très correct de faire une critique d'une pensée politique au regard de qu'est-ce que sont devenus les gens qui ont baigné dans cette pensée-là, mais je pense que ça peut être quand même significatif. Moi, à un moment de ma vie, j'ai connu des gens qui étaient des antivirus, et voilà, on est 3-4 ans plus tard, et en fait, quand je regarde un peu leur trajectoire politique,
C'est assez inquiétant. Il y en a quelques-uns voilà, qui sont à fond pour Asselineau, voilà, qui défendent. Il y en a quelques-uns qui trouvent que l'élection de Donald Trump est un moindre mal, parce que voilà, Donald Trump, il a un côté anti-système, etc. Et il se présentait au moment de sa campagne avec un côté plutôt populiste, etc. Donc voilà, il soutenait l'élection de Donald Trump. D'autres qui relayent sur leur blog des vidéos de Francis Cousin, Thierry Casasnovas. Voilà, donc qui sont un peu des gens dans la même galaxie, dans la même veine qu'Étienne Chouard. Et puis... Et d'ailleurs, Francis Cousin a fait récemment un entretien avec Étienne Chouard, donc comme quoi il y a des convergences réelles entre les deux. Et en tout cas, c'est des gens qui participent pas du tout aux luttes, qui font jamais référence dans leur publication ou dans leur référence aux luttes, en fait, aux luttes actuelles. Je pense au printemps dernier, je pense à ce qui se passe à la ZAD, je pense à... Enfin, en fait, c'est des références qui font pas du tout partie de leur constellation idéologique, quoi. Et ils y sont pas du tout. Et d'ailleurs, Étienne Chouard, la seule mention à propos de la loi travail de l'année dernière, c'était un post qui disait que qui était une vidéo de Gérard Filoche. Donc Gérard Filoche, grand révolutionnaire, grand lutteur, voilà. Et par ailleurs, sur une vidéo qu'on peut trouver facilement sur Internet, Étienne Chouard s'exprime à propos de la question de l'abolition des frontières, en s'offusquant que ce thème soit un thème qui suscite de l'enthousiasme, puisqu'il dit évidemment, par nature, les hommes ne sont pas nomades, les hommes sont sédentaires, et donc supprimer les frontières, c'est quand même une folie, puisque ce serait contrevenir à la nature humaine, qui serait de s'ancrer, d'avoir... il dit comme ça, il dit pour pouvoir t'accueillir, j'ai besoin d'avoir un chez moi. Il faut des limites. Voilà, il cite Régis Debray, il dit il faut des limites pour que je t'accueille chez moi. Il faut une frontière, il faut ce qui délimite ton chez toi et ton chez moi. Qui reprend cette espèce de vieille critique gauche-droite là de Régis Debray, mais surtout en faisant une opération qui est quand même assez incroyable, qui est d'omettre complètement la question sociale, en fait, la question de la guerre, la question de la dévastation politique, économique. Matériel de certains pays. Enfin, il dit, par nature, l'homme n'est pas nomade, donc fermons les frontières, on respectera la nature humaine. C'est ça. Et 4000 morts dans la Méditerranée, c'est respecter la nature humaine. Par ailleurs, il trouve que Soral est également un homme courageux, puisque ce serait l'auteur de la gauchisation du Front National, puisqu'il aurait tiré le Front National à gauche, puisque le FN est passé d'une position ultralibérale a aujourd'hui une position antilibérale. Et donc c'est grâce au passage de Alain Soral au FN, puisque après le passage de ce monsieur, le FN se met à s'opposer au libre-échange, à la monnaie privatisée et à défendre la protection des services publics, donc c'est-à-dire des thèmes qui sont des thèmes de gauche. Donc grâce à Soral, le FN est devenu un parti de gauche. On est content de l'apprendre. Par ailleurs, par rapport au dépassement du clivage gauche-droite, il déplore que maintenant le clivage soit devenu d'un côté les racistes et de l'autre côté les antiracistes, et que du coup on puisse plus critiquer le problème des banques et de la création monétaire sans être raciste, et que les banquiers se marrent, et que évidemment c'est eux qui ont organisé ça, et qu'ils se marrent de notre marasme politique. Donc on peut imaginer que le féminisme aussi est une invention des banquiers. Les féministes seront ravis de l'apprendre. En fait, pour conclure, je pense qu'on peut dire qu'il faut déchoir Étienne Chouard. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus
jamais travailler.